Bien, tout d'abord, c'est moi qui adresse des remerciements à vous-même de m'avoir invité, des remerciements pour ces compliments à propos desquels il faut que je sois bien sûr à la hauteur ce soir, des remerciements aussi à vous d'être venus. Alors, le sujet le mérite, on va y venir. Je vais essayer effectivement de ne pas trop vous barber, au demeurant, même les scénaristes les plus imaginatifs auraient probablement pas conçu autant de rebondissements, mais je voudrais... Et puis merci aussi pour me donner l'occasion de dire quelques mots à la fin de cette introduction sur Rupture dont vous avez parlé, de vous donner l'occasion, si vous le voulez bien, de vous intéresser à ce journal et pourquoi pas de vous y abonner. Donc, s'agissant du Brexit, le Brexit aura bien lieu. Voilà, je pourrais m'en tenir là, l'essentiel est dit, mais je vais quand même en rajouter un petit peu. Le Brexit aura bien lieu et je voudrais, à travers cette introduction, vous donner quelques éléments, non seulement pour ne pas désespérer, mais pour bien montrer les enjeux. Car, évidemment, et je crois que un public averti comme celui qui est là ce soir, ça ne lui a pas échappé, il ne vous a pas échappé que les enjeux sont évidemment considérables. Le vote de juin 2016 est évidemment un événement historique, probablement l'événement le plus important depuis le traité de Rome en matière d'histoire de l'Union européenne, mais autant le traité de Rome était une naissance, qu'on regrette certes, mais une naissance, autant le Brexit, je ne dirais pas que c'est le début du processus de délitement, parce qu'il avait commencé déjà plusieurs années auparavant, mais en tout cas, c'est de manière évidente et ostensible le début d'un détricotage de cette Union européenne. Alors évidemment, et c'est la raison évidemment pour laquelle tant de forces, parmi les 27, à Bruxelles, et au sein même du Royaume-Uni, tant de forces ont essayé et continuent d'essayer de faire capoter ce processus, mais ils n'y parviendront pas parce que la volonté du peuple britannique était là et reste là. Alors, je dis ça, ça paraît un petit peu de la méthode quoi, et je vais essayer de dire des choses bien sûr plus précises. Mais simplement, moi, je ne crois pas plus qu'un autre, ne pouvait prévoir tous les rebondissements, tous les coups de théâtre, tout le chemin chaotique et chaotique que le processus a suivi jusqu'à présent, personne ne pouvait en prévoir les détails. En revanche, ce qui ne devrait étonner personne, c'est précisément que ce processus est tout sauf une promenade de santé. Précisément parce que les enjeux sont considérables, précisément parce que les forces qui souhaitaient le faire échouer sont nombreuses et puissantes, eh bien, personne ne pouvait imaginer qu'il suffisait d'invoquer l'article 50 des traités pour que dans les semaines ou les mois qui viennent, tout se règle sur un chemin bordé de roses. C'était tout à fait impensable. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que tous les éléments étaient prévisibles. Rien n'est prévisible. Et ce qui va se passer maintenant, quel détail, quel nouveau rebondissement, quel coup de théâtre, je ne vais pas vous le prévoir. Je ne vais pas pas prendre de boule de cristal pour en donner le détail. La seule chose qui est sûre, c'est que le but sera bien atteint. Et je voudrais donc, à ce propos, vous donner quelques éléments. Quand j'ai dit quand même, dès le début, des forces considérables ont essayé de le faire échouer, ça peut paraître un procès d'intention, mais quelques-uns ont, si je puis dire, mangé le morceau. Alors évidemment, les dirigeants eux-mêmes n'ont pas formulé les choses de cette manière, mais peut-être avez-vous, certains d'entre vous, ont-ils eu l'occasion de regarder cette vidéo qui avait été prise quelques mois avant l'élection présidentielle avec un certain Emmanuel Macron, une certaine Sylvie Goulard, un certain Daniel Cohn-Bendit, le tout animé par un journaliste dont le nom vous dit probablement quelque chose, qui est Jean Quatremer. Et donc, quelques semaines après, c'est un débat qui avait lieu à Sciences Po, et quelques semaines après le Brexit, on sentait à la fois le désarroi, et Quatremer, qui se surveille rarement dans son expression, a dit cette phrase, qu'on peut encore revoir sur la vidéo, on va leur faire bouffer leur Brexit. C'est-à-dire ils étaient hors d'eux, et ils avouaient de manière claire que rien ne serait épargné aux Britanniques après le forfait inexpiable qu'ils venaient de commettre. Alors, si les détails des rebondissements sont complexes, et moi j'entends bien tous les jours des gens qui disent on n'y comprend plus rien, on est complètement perdu, ça c'est des gens qui ne disent pas rupture bien sûr, mais tout ça est totalement impossible à suivre, etc. Je conviens bien que dans les détails, tout le processus, tout ça est évidemment fait de choses particulièrement compliquées, mais en réalité le fond est tout à fait simple, et je pourrais le résumer en quelques phrases. La contradiction vient du fait qu'il y a d'un côté
un peuple qui a voté à 52%, donc majoritairement pour sortir de l'Union européenne, et de l'autre côté, des députés qui sont majoritairement contre cette sortie. Et donc cette contradiction nous accompagne et explique évidemment ces rebondissements de détails qu'on a vus tout au long du processus. J'ajoute à cela, et je ne vous révèle rien en disant cela, que chacun des deux grands partis, les conservateurs comme les travaillistes, chacun des deux grands partis est profondément divisé entre partisans de la sortie et partisans de rester. Enfin, on est, Pierre-Yves y faisait référence tout à l'heure, je crois que nous ne sommes plus dans l'époque, dans l'ère, qui n'est pas si lointaine, où les dirigeants européens pouvaient, de manière, j'allais dire, sans en subir les conséquences. Si, ils en subissent aujourd'hui les conséquences à terme, mais ils ne sont pas prêts d'expier ses péchés, si je peux dire avec un clin d'œil. En tout cas, les dirigeants européens avaient, pendant de nombreuses années, pas hésité à remettre en cause des votes, à les inverser ou à faire revoter. Ça s'est passé au Danemark, ça s'est passé en Irlande, ça s'est passé aux Pays-Bas, ça s'est évidemment passé en France. Et donc, on avait cette épée de Damoclès en permanence qui consistait à dire on vote, mais est-ce que ça ne va pas finalement être inversé? On n'est plus dans cette période-là. Le divorce qui s'est fait ou qui s'est exacerbé entre les peuples et l'Union européenne ne permet plus une telle marge de manœuvre. Alors, il y a donc deux manières d'aborder les choses. Soit on raconte l'histoire à la manière d'un scénario. Je vais aussi essayer de donner quelques éléments chronologiques dans un instant pour rafraîchir un peu les mémoires. Et effectivement, les rebondissements sont complexes et parfois inattendus. Mais il y a une manière simple de voir les choses, c'est une logique double. Il y a d'un côté cette volonté de sortir et de l'autre côté cet ensemble de forces qui souhaitent soit empêcher la sortie, ce à quoi ils ne parviendront pas, soit un petit peu à la manière d'une secte. Vous savez, quand un membre d'une secte menace de sortir ou donne son intention de dire « je vais quitter », alors on lui pourrit la vie. On ne lésine pas sur le harcèlement et sur tout ce qui peut le dissuader et surtout ce qui peut décourager les autres membres de la secte de l'imiter. Et c'est très précisément ce qui est en train de se passer, ou ce qu'ils voudraient en tout cas imposer. C'est non seulement d'essayer d'empêcher, mais encore une fois, ça c'est trop haut, l'enjeu est trop haut pour eux, mais surtout de laisser entendre aux autres, voyez quel bazar arrive quand d'aventure un peuple se met à désobéir de manière aussi patente. Alors peut-être donc une brève chronologie, parce que sinon on pourrait passer la nuit à donner le détail évidemment de tous les rebondissements. Je rappelle donc que le vote a eu lieu, le référendum, le 23 juin 2016, qu'en juillet 2016, le Premier ministre sortant, David Cameron, se retirait, parce qu'il était l'un des partisans évidemment du vote pour rester dans l'Union européenne, et était remplacé par Madame Theresa May, qui elle-même n'avait pas été une brexiteuse, comme on dit, mais qui a d'emblée, il faut lui reconnaître ça, affirmé que le Brexit sera le Brexit, qu'il n'y aura pas de faux semblants, c'est ce qu'elle disait, et qu'elle considère comme sa mission de devoir le mener à bien. Je passe beaucoup de choses, bien entendu. Le 29 mars 2017, ce que les dirigeants européens attendaient et redoutaient en même temps, c'est la réception de la lettre officielle émanant de Londres qui notifiait juridiquement la volonté de quitter l'Union européenne. Et 2 mois après, en juin 2017, le Premier ministre, Madame May, prenait l'initiative, et je ne suis pas là ici évidemment pour juger de l'opportunité ou pas, ni pour donner des bons et des mauvais points, mais prenait l'initiative, contrairement à ce à quoi elle s'était engagée, de dissoudre les communes, dans l'espoir d'avoir une majorité plus favorable et plus solide pour assurer donc le Brexit. Comme vous le savez, ce n'est pas ce qui s'est produit. Alors, paradoxalement, les conservateurs n'ont pas perdu. Ils ont même progressé par rapport aux élections précédentes. Simplement, ils ont pris beaucoup des voix du UKIP, qui avait presque disparu une fois sa mission accomplie, en quelque sorte. Mais ça a donné une chambre ingouvernable, en quelque sorte, dans laquelle les conservateurs n'avaient plus la majorité absolue et
dans laquelle ils ont été contraints de s'allier un petit parti nord-irlandais ultra-unioniste, le DUP, 10 députés dont dont l'existence a conditionné l'existence de cette majorité pour Madame May. Alors, l'Union européenne, évidemment, les dirigeants européens de leur côté ne sont pas restés inactifs, ça va de soi, et ils ont d'emblée eu une exigence. Ils ont dit, on va déconnecter deux choses. D'abord, d'un côté, un traité de divorce, comment on se sépare, et puis d'un autre côté, on parlera d'avenir. Alors que les Britanniques, de manière à mon avis assez légitime, souhaitaient que la négociation se compose de l'ensemble de ce paquet. Et non, on dit les dirigeants européens, on discute d'abord du divorce. Autrement dit, on fait pression sur vous pour vous faire accepter des conditions léonines, et ensuite, si vous acceptez des choses selon nos conditions, eh bien on pourra parler des futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, notamment en termes de libre-échange, etc. Alors, comme vous le savez, les dirigeants européens ont imposé ce point de vue, c'est-à-dire de séparer ces deux boîtes, en quelque sorte, et ont donc imposé la discussion sur un accord de divorce, notamment autour de 3 points. Peut-être ceux qui ont suivi ça en détail les ont encore en tête. D'abord, le sort des ressortissants britanniques dans l'Union européenne et les ressortissants européens, entre guillemets, au sein du Royaume-Uni. C'était une question qui n'était pas excessivement difficile à régler. Ensuite, une question plus lourde était celle des gros sous. Et donc l'Union européenne disait, vous êtes engagés, les gouvernements précédents britanniques se sont engagés à être partie prenante de grands projets, maintenant vous continuez à payer jusqu'à plus soif. Enfin, pas tout à fait jusqu'à plus soif, en tout cas, jusqu'à ce que les échéances des différents projets viennent. C'est une exigence qui avait été rejetée au départ par les Britanniques et qu'ils ont fini par accepter. Je ne reviens pas sur les détails, c'est quand même des sommes de l'ordre de 40 milliards d'euros qui ne sont quand même pas négligeables, pas en une fois, mais sur l'ensemble de la période. Et surtout, le troisième point visait, alors je vais essayer de le dire de manière simple et brève, parce que sinon on pourrait y passer beaucoup de temps, le troisième point avait trait à la frontière entre la République d'Irlande, l'Irlande du Sud, qui est pour l'instant encore membre de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, partie prenante du Royaume-Uni. Et donc, tant que les deux pays étaient membres de l'Union européenne, la frontière entre les deux Irlandes était en quelque sorte pas physique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de matérialisation, ce qui permet d'éviter de prendre quelques distances avec les affrontements que les pays avaient connus dans le passé. Mais évidemment, dès l'instant où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, la frontière, disent les dirigeants européens, la frontière devient une frontière extérieure de l'Union européenne, puisque l'Irlande du Sud est toujours dedans, et il faut, si on passe la frontière, il faut sortir de l'Union européenne. Alors, c'est un problème qui aurait pu, je ne dis pas que ce n'est pas un problème du tout, mais ça aurait pu être parfaitement réglé par des discussions bilatérales entre Londres et Dublin. Et un certain nombre de spécialistes irlandais que je connais proposaient des solutions qui ne nécessitaient aucun psychodrame particulier, il suffisait de bonne volonté. Et avec tout le passé conflictuel qu'il y avait, il n'empêche que le Royaume-Uni et l'Irlande et l'Irlande du Sud, enfin la République d'Irlande, savent parler, ont l'expérience de dialogue, donc ça aurait pu se régler. Les dirigeants européens ont choisi d'en faire un point lourd, un point de blocage, notamment en disant « nous voulons protéger notre marché intérieur », sous-entendu vous allez nous envoyer des cochonneries en provenance du Royaume-Uni, et donc il faut qu'il y ait des contrôles durs, une frontière dure entre... Ou sinon, si vous voulez éviter la frontière dure, eh bien il faut en gros que vous restiez dans une union douanière et dans un marché commun, dans un marché unique, qui évidemment, dans ce cas-là, vous serez peut-être dehors, mais enfin, c'est un peu comme si vous étiez dedans, et ça permettra d'éviter les contrôles. Alors, il y a eu, à partir de là, donc, évidemment, des bras de fer qui se sont noués, des coups de théâtre, des pressions, des retournements, notamment en septembre 2018. Enfin, la collection de rupture, et là-dessus, sera utile aux historiens. Enfin, je dis ça avec un clin d'œil, sinon ce serait bien immodeste. Mais en tout cas, toujours est-il, et des concessions de la part de Madame May, qui a, dans l'état du rapport de force qui était le sien, accepté cette pression, en quelque sorte, tout en répétant, et personnellement je la crois de bonne foi, tout en répétant que l'essentiel, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni, sera assurée, et la sortie de l'union douanière, et la sortie du marché unique. Alors, il y a eu des arrangements qui ont fini par être signés, non sans suspense, en novembre
Pardon, j'ai oublié quand même un moment important. J'ai oublié de dire, excusez-moi, qu'en juin 2018, les députés qui venaient d'être élus ont voté finalement la loi qui transfère l'ensemble des compétences, qui reprend en quelque sorte dans le corpus juridique britannique l'ensemble des compétences qui étaient du ressort de l'Union européenne et qui a juridiquement et politiquement acté le principe du Brexit. On l'oublie souvent, mais ces députés qui ensuite se sont montrés très divisés ont quand même dû respecter, même s'ils étaient eux-mêmes, une partie était eux-mêmes contre le Brexit, ont dû finalement voter pour le principe du Brexit, ont dû acter ce principe, moyennant l'engagement de Madame May qu'ils auraient leur mot à dire sur les conditions du Brexit. Alors c'est évidemment une bouteille à langue sur le plan juridique. Donc en novembre 2018, finalement, un accord est trouvé et signé entre Theresa May et Michel Barnier, c'est-à-dire le représentant de la Commission européenne, de l'Union européenne, pour ce qui concerne ces négociations. Simplement, cet accord contient non seulement une période transitoire qui, elle, était de toute façon, enfin, qui est prévue, mais l'accord prévoit un dispositif d'exception appelé backstop en anglais, qui dit en substance si pendant la période de transition où en gros le Royaume-Uni est sorti mais il a encore les mêmes obligations qu'avant, et période qui était censée courir, enfin qui dans l'accord court jusqu'à fin 2020, eh bien l'accord de novembre rajoute quelque chose, dit on va profiter de cette période pour trouver une solution pour l'histoire de l'Irlande. Et si on n'en trouve pas, dit l'accord, eh bien, le Royaume-Uni restera dans l'union douanière, ainsi que l'Irlande du Nord. C'est-à-dire l'ensemble du Royaume-Uni, et l'Irlande du Nord restera même encore un peu plus que la Grande-Bretagne proprement dite, avec des dispositifs spécifiques. Et donc, c'est là où, au sein du Parlement, des partisans du Brexit, souvent appelés Brexiteurs durs, mais peu importe les qualificatifs, ont exprimé des craintes comme quoi cet engagement juridique liait en quelque sorte le Royaume-Uni et pouvait le laisser à l'intérieur d'une union douanière. Et quand on est dans une union douanière, on n'a par exemple pas la possibilité de négocier des accords commerciaux avec des pays tiers. Ça passe par Bruxelles. Par exemple, la France n'a pas le droit de négocier des accords commerciaux avec des pays tiers, aucun État membre. Et donc, pendant cette période où le Royaume-Uni s'engageait en quelque sorte pour éviter ce problème de frontières à rester dans l'ensemble union douanière, eh bien, on prenait le risque, disaient certains, je ne rentre pas dans le débat juridique de savoir si c'était vraiment un risque, je pense qu'il y avait tout à fait moyen de le contourner, peut-être on y viendra dans le débat, mais en tout cas, certains ont exprimé la crainte que ça colle, que ça lie les mains du Royaume-Uni pendant une période indéterminée. Et c'est là et c'est notamment sur ce point, que l'accord qui devait être soumis en décembre, qui a finalement été soumis le 15 janvier dernier au vote des parlementaires britanniques, s'est heurté à un refus massif de ces derniers, avec une sorte de coalition improbable et hétéroclite, d'une masse de députés conservateurs comme travaillistes d'ailleurs, qui n'ont jamais vraiment accepté le principe du Brexit, et qui sont donc des amoureux de Bruxelles, hein, enfin, si je puis dire ça comme ça. Et puis, coalition avec les partisans les plus fermes du Brexit, qui disaient pas question d'accepter un demi-Brexit, en quelque sorte, qui risque de nous coincer dans l'Union européenne éternellement. Et donc, ces deux forces, en quelque sorte, se sont jointes objectivement et ont de fait échouer une première tentative de vote. Il y a eu en mars, 11, 12, 13, 14 mars, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, une nouvelle tentative pour faire passer l'accord moyennant quelques assurances qui avaient été un peu mises en scène avec M. Juncker à Bruxelles. Mme May était venue le soir et elle a dit non, on va vraiment faire tout au plus vite pour trouver une solution pour que vous ne restiez pas coincés, mais les autres ont dit oui, c'est gentil, c'est des paroles, ça ne reste pas dans les textes juridiques. Donc il y a eu une deuxième tentative le 12 mars d'avoir un vote. Alors l'écart entre les pour et les contre s'est réduit par rapport à la première tentative, mais les contre l'accord ont continué à être majoritaires. Tout ça a abouti, alors là je viens vers une période qui est plus récente, hein, donc sans doute vos souvenirs sont plus nets, si je puis dire. Il y a eu un conseil européen le 21 mars dernier, alors c'est un conseil ordinaire, c'est pas spécialement, évidemment la question du Brexit s'est invitée massivement,
et qui a constaté que... alors, les Européens, les dirigeants européens ont dit, de toute façon, l'accord est signé, l'accord de divorce, hein, puis il y a un accord politique par ailleurs qui n'est pas juridiquement engageant, qui dit en substance on va travailler ensemble, on va être de très bons amis pour l'avenir. Mais enfin ça ne mange pas de pain. En tout cas, sur l'accord juridiquement contraignant, les députés l'ont refusé, et donc deux fois, enfin ils l'ont refusé une troisième ensuite, mais, et le Conseil européen a dit, bon bah écoutez, on prend acte de ça, pas question de renégocier l'accord, c'est bouclé. Et donc, soit le 12 avril, puisque c'était la date limite pour organiser l'élection européenne, soit le 12 avril, vous nous avez trouvé une solution, enfin vous avez voté pour, vous avez violé vos députés de manière à ce qu'ils le votent, et donc très bien, dans ce cas-là vous partez avec l'accord, soit il n'y a pas d'accord, et dans ce cas-là, enfin là c'était même... Enfin, peu importe, mais et s'il n'y a pas d'accord, eh ben, vous partez sans accord. Voilà. Sauf que le départ du Royaume-Uni sans aucun accord effraie beaucoup de gens, effraie beaucoup de dirigeants, à la fois de dirigeants européens, de dirigeants patronaux, de grandes entreprises, et de gens qui disent que ça va être une catastrophe, ils appellent ça le saut de la falaise, etc. Donc il faut à tout prix éviter ça. Et donc, in extremis, alors que l'échéance était le 12 avril, le 10 avril, Conseil européen de crise, comme Bruxelles en a le secret, qui se prolonge tard dans la nuit, et donc, deuxième report, alors Theresa May était venue. Alors, il faut savoir que le gouvernement de Mme May est profondément divisé. Il n'y a pas que le Parlement qui est divisé. Son gouvernement même, en gros, c'est dans la réunion qui a eu lieu le 2 avril de mémoire, il y avait la moitié de ces ministres qui disaient si vous cédez trop aux Européens, on démissionne, et l'autre moitié qui disait si vous cédez pas assez aux Européens, on démissionne. Et je n'exagère pas, c'est extrêmement tendu, c'est comme ça que ça se passe. Donc, finalement, proposition de compromis, on propose aux dirigeants européens de reporter on se donne jusqu'au 30 juin, a proposé Mme May, pour faire adopter ce fameux accord qui n'arrive pas à être adopté. Finalement, les dirigeants européens, le 10 avril, ont dit, bah écoutez, non, on vous donne plus de temps, on vous donne jusqu'au 31 octobre. Prochain. Alors, il faut savoir que cette date du 31 octobre est déjà elle-même une sorte de compromis, parce qu'il y a ceux au sein du Conseil européen, à l'image du président du Conseil européen, M. Donald Tusk, le Polonais, qui s'en cache guère, qui dit en gros, plus on va leur donner de temps, plus tout ça va s'embourber, et plus on a de chances que finalement ça soit abandonné. Hein, il ne le dit pas exactement comme ça, mais enfin, chacun l'entend. Et puis, il y a d'autres... Alors, et d'ailleurs, sur cette position, c'est une majorité de dirigeants européens qui sont là-dessus, à commencer par Angela Merkel et beaucoup d'autres qui se disent... Alors Angela Merkel, pas seulement pour des questions de peur, c'est parce que les intérêts de l'Allemagne, les intérêts commerciaux de l'Allemagne, notamment en termes d'exportation de voitures, etc., sont très engagés dans cette affaire, et sortir sans accord, ça fait très peur. Donc c'est moins pour se dire, on va peut-être garder le Royaume-Uni, on ne sait jamais, on va peut-être réussir à contourner le vote populaire. Là, c'est pour des intérêts sonnants et trébuchants. Et puis en face, il y a le chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui, pour des raisons différentes, sur lesquelles je vais revenir pour ne pas prendre trop de temps, mais enfin qui a défendu une position inverse, en disant en gros, soit vous adoptez l'accord, mais si vous ne l'adoptez pas, tant pis, ça sera le départ sans accord, ce qu'on appelle le no deal. C'est avec les Anglais, il y a quelques anglicismes. En principe, j'y suis un peu réticent, mais là, c'est les termes consacrés puisqu'il s'agit de la Grande-Bretagne. Donc, en gros, Macron était, lui, pour dire, écoutez, non, on leur donne à peine quelques jours, et puis sinon, ça suffit. Voilà. Donc, le compromis était entre cette position, qui était position très minoritaire, il y avait le luxembourgeois qui était aussi un peu sur cette ligne. C'est finalement le compromis, on donne donc jusqu'au 31 octobre. Donc, nouveau report en disant, d'ici là, enfin en disant, c'est le discours officiel en tout cas, d'ici le 31 octobre, peut-être que les conditions auront évolué, permis que les députés britanniques changent d'avis. Et de fait, on parle, alors j'aurais pu commencer par la fin, enfin c'est pas tout à fait la fin, ou l'état actuel en tout cas, on parle d'ailleurs, il y aura un 4e vote le 5 ou le 7 juin prochain, c'est-à-dire dans quelques jours,
où les députés seront pour une 4e fois consultés concernant ce fameux accord. Je ne veux pas lire dans les boules de cristal, il semble quand même que la probabilité qu'il soit voté soit extrêmement minime. Alors c'est peut-être 10%, 20%, je ne sais pas, c'est difficile de dire comme ça, mais en tout cas, le plus probable est que Mme May se dirige vers un nouvel échec. Et elle a, et ça date d'il y a quelques jours, ce que je vous dis, là on n'est plus dans le passé, on est dans le au jour le jour, Mme May a fini par annoncer, du fait des rapports de force au sein même de son propre parti, parce que pour faire passer l'accord, la 2e fois elle l'a soumis au vote, et la 3e fois aussi, elle a dit, écoutez, elle a dit à ses opposants les plus durs, écoutez, votez pour, mais je vous promets qu'ensuite je pars. Ça a peut-être contribué à réduire l'écart, parce qu'à chaque fois qu'il y a un vote, l'écart entre les pour et les contre se réduit, mais ça n'a pas suffi. Et là, elle a annoncé, ce qui n'est donc du coup plus un moyen de pression, elle a annoncé que elle partirait de toute façon. Et donc elle partirait de toute façon, mais de manière ordonnée, c'est-à-dire pas avant qu'un successeur lui soit trouvé au sein du Parti conservateur, un successeur dont le processus de désignation devrait courir, pour ce qu'on en connaît, jusqu'à fin septembre. Ce qui veut dire que, sauf s'il y a du nouveau avec une surprise et un vote favorable en fonction de l'accord dans quelques jours, enfin vers le 5-7 juin, on risque d'avoir les mois prochains où il pourrait bien ne pas se passer grand-chose, puisqu'on voit mal que l'accord soit soumis une 5e, une 6e, une 7e fois, et les dirigeants européens campent sur leur position en disant on ne renégocie pas. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans ces conditions-là ? Eh bien, la logique, par défaut, le 31 octobre, c'est la solution du no deal qui s'impose. C'est presque une tautologie, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Et comme les dirigeants européens ont fixé cette date du 31 octobre, si rien ne se passe, eh bien, il y aura une sortie sans accord. Alors, la seule éventualité alternative, c'est que, arrivé en vue de l'échéance, quelques jours avant l'échéance, les dirigeants européens, suivant le modèle précédent, se disent « Ah non, on peut pas faire une sortie sans accord, c'est trop catastrophique pour tout le monde ». Ce qui n'est pas vrai, hein. Peut-être on y reviendra dans la discussion. Hein. Il y a bien sûr des frottements techniques sans accord qui se feront jour, mais qui sont parfaitement surmontables. D'ailleurs, il y a déjà des dispositions techniques que, sans trop le dire trop fort, les uns et les autres des deux côtés de la Manche travaillent pour que les avions soient pas... C'est déjà le cas, on sait que les avions ne seraient pas cloués au sol s'il n'y a pas d'accord, on sait que... etc. Bon. Il y a une dramatisation des deux côtés, mais il y a en réalité un travail qui se fait pour que concrètement, la Terre ne s'arrête pas de tourner, clairement. Mais donc, il se peut qu'arrivé en vue de l'échéance, les dirigeants européens disent bah, « écoutez, on vous propose un nouveau délai », avec toujours cet espoir pour certains d'entre eux que plus on attend, plus tout ça va finir par s'embourber. Ce qui est encore une fois, à mon avis, une illusion. La seule chose, c'est que pour dire on vous accorde un nouveau délai, il faut qu'ils trouvent une raison. Parce qu'évidemment, s'ils disent on trouve un nouveau délai, mais on ne voit pas ce qui peut se passer de nouveau, ça n'a pas de sens. Donc la seule chose qui peut, dans l'état actuel, la seule chose imaginable en quelque sorte, où il y a deux choses imaginables, c'est que le Parlement propose un référendum, et dans ce cas-là, les dirigeants européens pourraient tirer parti de ça pour espérer qu'il soit gagné ou perdu, enfin selon ce qui est loin d'être acquis d'ailleurs au demeurant. J'en dirai deux mots tout à l'heure, dans un instant. Mais le Parlement a refusé à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de majorité au Parlement pour accepter l'accord avec l'Union européenne, mais il n'y a pas non plus de majorité qui s'est dégagée pour accepter un non-accord, pour accepter un Brexit plus mou, pour accepter un référendum. Autrement dit, il n'y a de majorité sur rien. Et c'est là toute la contradiction au fond de la politique britannique actuelle, c'est que certes, il n'y a pas de majorité pour voter pour l'accord, mais il n'y a pas non plus de majorité pour voter pour quelque alternative que ce soit. Et donc, s'il ne se passe rien d'ici le 31 octobre, on ne voit pas ce qui peut arriver de plus. Donc, la seule chose, donc, ce que je disais, soit la perspective d'un référendum, mais ça a été rejeté par le Parlement. Ce qui est moins improbable, c'est éventuellement de nouvelles élections. C'est concevable. Même si politiquement ça semble un petit peu suicidaire, puisque j'en arrive donc à la fin de
de mon exposé. Comme vous avez vu, le choix ayant été de repousser l'échéance, le Royaume-Uni est, à l'heure où on se parle, toujours membre de l'Union européenne, et à ce titre, les dirigeants européens ont dit il faut que vous organisiez des élections européennes, ce qui est évidemment une aberration, ce qui a fait croître l'exaspération des citoyens britanniques de manière exponentielle. Rendez-vous compte, il y a 3 ans, ils ont voté pour sortir, et on est toujours dedans, et on leur demande de voter pour des eurodéputés. Dans l'espoir qu'ils ne siégeront pas, mais on ne sait pas finalement s'ils siégeront ou pas, ce qui pose d'autres problèmes par ailleurs. Donc on est dans cette situation d'exaspération manifeste, y compris les échos que j'ai du Royaume-Uni, peut-être certains d'entre vous ont aussi d'autres contacts et échos, y compris pas de tous évidemment, mais de citoyens, d'électeurs qui avaient voté pour rester dans le Royaume-Uni, mais qui sont quand même contrariés et scandalisés que la décision qui n'était pas la leur, mais qui a été prise par la majorité, ne soit pas respectée. Donc de ce point de vue-là, ceux qui croient qu'en faisant un nouveau référendum, le Brexit serait repoussé, se font des illusions. D'ailleurs, un des acteurs de l'ombre de la politique britannique qui fut conseiller de Blair puis de Cameron le disait dans une interview du Monde il y a quelques semaines. Ceux qui savent d'avance que le Brexit va être refusé s'il y avait un nouveau référendum se mettent le doigt dans l'œil. En réalité, il y a une exaspération. Alors l'exaspération peut évidemment conduire à une abstention massive. En l'occurrence, s'agissant du prochain scrutin européen qui aura lieu chez nous le 26 mai, au Royaume-Uni le 23 mai, vous avez vu ça comme moi, les sondages, pour peu qu'on leur accorde une certaine crédibilité, annoncent, alors d'un côté, un effondrement des conservateurs qui sont rendus responsables à travers le Premier ministre de cet état d'embourbement total, évidemment, et de non-respect de la parole donnée, de non-respect, oui, de l'engagement de Mme May qui a dit je suis là pour mettre en œuvre le Brexit. Mais aussi un score pas très folichon des travaillistes qui sont, je l'ai dit, eux-mêmes extrêmement divisés puisque tout l'appareil, les caciques travaillistes à l'image de Blair en quelque sorte, enfin c'est caricatural, mais sont évidemment pour rester dans l'Union européenne, mais une large partie, un bon tiers ou plus des électeurs travaillistes, notamment les plus modestes, dans la classe ouvrière, dans les quartiers les plus défavorisés, parmi les chômeurs, bref, les couches salariées, les couches un peu comme on connaît en France, qui sont les plus forts contingents de ceux qui avaient voté non au projet de constitutionnel en 2005, eh bien de la même manière, tous ces électeurs travaillistes souhaitent ardemment le Brexit et c'est la raison pour laquelle Corbyn, le leader travailliste, est un peu coincé en quelque sorte. Et donc, les travaillistes apparemment, on leur donne aussi des scores pas très folichons, de l'ordre de 20%, et les sondages semblent indiquer un déferlement massif du parti refondé par Nigel Farage, qui a quitté le UKIP, et à qui on donne 30, voire 34% aujourd'hui. Alors, pour le coup, on m'a demandé de parler sur le passé, je ne suis pas là pour dire ce qui va se passer maintenant, mais si une telle hypothèse se vérifie, c'est-à-dire s'il y a vraiment un engouement massif contre les partis installés, mais pour un parti favorable qui a fait toute sa campagne sur le Brexit, évidemment, ça ne peut pas être sans conséquence sur la suite du processus. Alors, je termine en disant la chose suivante. C'est que, je l'ai dit il y a 2 minutes, les dirigeants européens se sont fixés d'emblée l'objectif de pourrir la vie des Britanniques, si ce n'est de les empêcher de partir, en tout cas de faire un exemple négatif. Sauf que il est possible qu'eux-mêmes n'aient pas mesuré l'ampleur du chaos qui résulterait de cette volonté, et du coup maintenant ils ont une sorte d'effet boomerang. C'est-à-dire que le chaos qu'ils voulaient imposer à la Grande-Bretagne leur revient. Et ils ont maintenant peur qu'en ayant en quelque sorte contraint le Royaume-Uni à rester dans l'Union européenne encore pour quelques mois, eh bien les futurs eurodéputés britanniques, Madame May, ou son successeur, qui sera au 10 Downing Street, les dirigeants britanniques, voire le britannique au sein de la Commission européenne, enfin tout ça est un peu flou, mais en tout cas les eurodéputés en tout état de cause, fassent la tactique du cheval de Troie en quelque sorte. Ah, vous avez voulu nous pourrir la vie ? Eh ben on va faire la même chose au sein du Parlement européen. Il y a, par exemple, la négociation sur le futur budget pluriannuel 2020-2027.
c'est des choses importantes pour les européistes. Eh bien, théoriquement, évidemment, les Britanniques n'ont pas leur mot à dire, ils sont théoriquement plus concernés. Ben, ils peuvent fiche le bazar, si je puis dire. Donc, c'est horrible, excusez-moi, je dois être objectif. Monsieur Verhofstadt, Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge, et un des européistes les plus échevelés au sein de l'Europarlement, qui disait, ce que je voudrais pas, enfin ce que je crains, c'est qu'on importe, c'est du verbe importer, on importe le bazar du Brexit au sein même de l'Union européenne. Et donc, alors que les dirigeants européens se vantaient, se targuaient d'avoir depuis 2 ans maintenu une unité ferme face au Royaume-Uni, effectivement, les fissures et les divergences d'intérêts, aussi d'histoire, commencent à se manifester entre dirigeants européens. On l'a vu entre Macron et Merkel, par exemple, sur le point de savoir est-ce qu'il faut accepter un no deal tout de suite, est-ce qu'il faut encore attendre, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est en quelque sorte, enfin l'arroseur arrosé, c'est une image un peu trop facile, mais je pense que personne ne pouvait prévoir que les dirigeants européens seraient eux-mêmes en quelque sorte confrontés au bazar qu'ils ont essayé d'imposer aux voisins britanniques. Voilà, je conclus sur le Brexit avant de prendre cet échange, j'imagine, avec la salle. En pointant le fait que parmi les adversaires les plus acharnés du Brexit, ceux donc qui notamment annonçaient les catastrophes les plus dramatiques, pas seulement au moment du Brexit, mais dès le lendemain du jour du référendum, si par malheur la réponse était qu'il fallait s'en aller. Tout cela, parmi ceux-là figure, alors il y a beaucoup de gens bien sûr, ça fait du monde, mais figure notamment le patronat britannique, en tout cas le MEDEF britannique, le CBI, qui multiplie les déclarations en annonçant les pires catastrophes. Or, en fait, de pires catastrophes, pour l'instant, les prévisions qui étaient faites tant du gouverneur de la Banque d'Angleterre que de Christine Lagarde, que vous rappelez toutes les élites mondialisées qui, en 2016, avant le référendum, prédisaient l'apocalypse. Ils prédisent à nouveau l'apocalypse, sauf qu'elle n'est pas encore arrivée jusqu'au Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni vient de battre le record, le point bas de chômage depuis 40 ans, à 3,9%. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est à cause du vote du Brexit et que tout est parfait, c'est aussi avec beaucoup de précarité, etc. En tout cas, les prévisions d'une extension considérable du chômage ne sont pas réalisées, bien au contraire, et pire pour le CBI, pour le patronat en l'occurrence qui jette les hauts cris, beaucoup de travailleurs détachés, non pas de travailleurs détachés, excusez-moi, de travailleurs polonais, baltes, etc., enfin issus d'Europe de l'Est, qui sont massivement arrivés dans les années 2000, enfin 2004, 2005, 2006, Monsieur Blair étant Premier ministre, qui avait dit on les prend tous, un peu comme Madame Merkel, mais pour les mêmes raisons, pour faire baisser le prix du travail, c'est aussi vieux que le... Donc, ils sont arrivés encore beaucoup plus nombreux qu'ils ne pensaient. Ça a fait, en effet, baisser le prix du travail. Ça n'a pas été pour rien dans le vote sur le Brexit, mais aujourd'hui, ils sont nombreux à repartir. Et donc, du coup, il y a cette tendance, je disais ça récemment, à ce que les salaires ouvriers et les salaires, en particulier des plus modestes, remontent. Alors, telle est peut-être la catastrophe annoncée pour le patronat britannique. En tout cas, c'est une interprétation qui n'engage que moi, mais en tout cas, c'est celle que je vous soumets. Voilà. Donc, je suis évidemment prêt à répondre et à dialoguer avec vous. Est-ce que je dis 2 mots tout de suite sur le journal ou... Voilà. Alors, avec la permission de Pierre-Yves Rougeron et même les encouragements pour lesquels je lui suis reconnaissant d'ailleurs. Mes remerciements, c'est aussi pour ça, parce que notre journal, alors qu'il y a une histoire déjà un peu longue maintenant, Bastille République Nation a été fondée en décembre 2000, donc ça, c'est pas tout jeune, on va bientôt fêter le 20e anniversaire. Alors il y a 3 ans, effectivement, on s'est rebaptisé, on s'est appelé Rupture, on a changé la maquette, on a changé beaucoup de choses, tout sauf la ligne éditoriale, qui se caractérise, c'est un journal radicalement eurocritique, d'ailleurs, et dont le propos est d'abord et avant tout, non pas, j'allais dire, de servir chaque mois le même catéchisme en disant l'Europe c'est une mauvaise chose, etc., mais ce que nos lecteurs a priori savent, partagent ou pas d'ailleurs, mais d'abord et avant tout de traiter de l'actualité, c'est-à-dire d'informer, ce qui effectivement devrait être le b.a.-ba pour le journalisme. Alors on est loin d'être certainement parfait, mais en tout cas on s'efforce
de donner au mois le mois les informations qui souvent, et c'est souvent le compliment que nous font nos lecteurs actuels, ils nous disent on lit des choses qu'on lit bien souvent pas ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Et quand il y a un Conseil européen, alors des fois, c'est pas très sexy, raconter ce qui se passe dans un Conseil européen. Alors, on essaye de le faire des fois de manière un peu amusante, mais il y a quand même du boulot, faut quand même le reconnaître. Bon. Donc, on essaye d'informer sur les rouages, sur l'actualité, à la fois des institutions européennes, et puis de ce qui se passe dans chacun non seulement des 28 États membres, et bientôt des 27, mais aussi dans des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme la Suisse, la Russie, la Turquie ou la Norvège. Et donc, c'est notre champ éditorial, et on essaye, encore une fois, de donner des choses, non pas en disant il faut penser ceci ou cela, mais en donnant des éléments d'information et de débat qui permettent de se faire par soi-même une opinion à partir des informations qui sont données. Alors, puisque je m'arrête bien dans une minute, mais je suis un tout petit peu terre-à-terre pour préciser les choses, et comme ça sera dit. Mon collègue, ami et directeur de publication Nicolas Giraud veille au grain. Vous pourrez vous précipiter tout à l'heure sur lui. Il y en aura pour tout le monde. J'espère que vous aurez tous envie de vous abonner. Ce que je dois préciser tout de suite, c'est qu'on ne vend pas des éditions au numéro, des exemplaires au numéro. Alors je sais bien que c'est un peu frustrant, pour nous aussi c'est un peu frustrant, mais malheureusement on sait que quand c'est comme ça, les gens sont pleins de bonne volonté et l'achètent, et puis ça passe sous la pile, et puis voilà. Nous, ce qui est nécessaire pour que ce journal vive, c'est des lecteurs et des abonnés, parce qu'on n'a aucune autre source de financement, donc il n'y a pas de mystère là-dessous. Et ce qu'on propose, c'est un abonnement, donc c'est de vous donner, pour ceux qui s'abonnent, de vous faire cadeau des 3 dernières éditions, très généreusement, comme ça. Mais si vous vous abonnez, et pour vous abonner, il suffit de nous donner un RIB, c'est-à-dire vous donnez aucun argent tout de suite, avec des tarifs qui sont précisés, 5,50 € par mois, je ne vais pas tout dire, mais vous dira, pour ceux qui acceptent le prélèvement mensuel, et ceux qui sont un peu rétifs à ça, il y a aussi possibilité de faire un chèque pour l'année. Voilà. Mais l'intérêt du prélèvement mensuel, pour nous, c'est que c'est un revenu récurrent, mais pour vous et pour les lecteurs en général, c'est que si on est fâché avec le journal, on a la liberté d'arrêter à tout moment. Donc ça, c'est aussi une garantie qu'on n'est pas pieds et poings liés avec le journal, parce qu'on n'est pas parfait, des fois on fâche des gens, pas souvent à vrai dire, mais enfin ça peut arriver, et donc chacun doit se sentir libre. Donc c'est cette possibilité d'abonnement que vous avez, soit vous donnez un RIB, qui permet ce prélèvement, soit vous nous promettez, juré, craché, que si vous n'en avez pas sur vous, vous nous l'envoyez dans les 24 ou 48 heures. On fait confiance aux gens et on leur demande gentiment de ne pas nous oublier, même de bonne foi, parce qu'après ça fait des relances, des trucs, des machins. J'en ai terminé pour cette partie terre-à-terre, et je vous remercie d'avance pour vos interventions et vos questions concernant les enjeux et les perspectives du Brexit.